Bonsoir tout le monde, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de PL Club, votre émission consacrée au foot anglais. Comme d'habitude, nous allons préfacer les rencontres du week-end prochain. Ce sera la 24e journée de Premier League et à mes côtés, deux spécialistes, de grands amateurs de foot anglais qui ont commenté, je pense, dans leur carrière des centaines de matchs de foot anglais. Bruno, non ? On ne les a pas comptés forcément. Non, au début on les compte. Oui. Les 3 premières années on les compte. Bon, après, les 3 dernières, on les compte moins. En tout cas, le dernier, on l'a commenté ensemble, ça je peux vous le dire. Et c'était spectaculaire. C'était spectaculaire. Exactement. Avec nous aussi Christian qui, comme d'habitude, est là à distance avec sa base de données, vision du jeu. Et lui, il analyse en fait tous les buts de tous les matchs, de toutes les journées, de quasiment tous les championnats. Donc vous avez eu du travail ce week-end, Christian. Salut. Énormément, Philippe, énormément, puisqu'on a battu un record cette saison avec 45 buts, donc c'est vraiment beaucoup de boulot. 45 buts marqués le week-end dernier. On a vécu un week-end sensationnel et on a vécu des émotions extraordinaires, Bruno. Ah oui, surtout dans quelques défenses. La défense des Gunners à un moment donné, celle de Liverpool, je crois que c'était inoubliable ce qu'on a vécu là. C'était un match capital pour les Gunners. Ils y sont arrivés. Ouais, journée prolifique. Après, je ne sais pas s'il faut faire toujours un lien entre le nombre de buts et le spectacle. Et le spectacle. Enfin, il y a du spectacle. Voilà, mais souvent on associe trop vite le spectacle à uniquement les buts. Je trouve qu'il y a d'autres choses dans les matchs de football et qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut se pencher, s'intéresser. Donc voilà, ça dépend comment on apprécie le foot en fait. Mais il y a eu des retournements de situation, surtout. C'est ça qui fait l'émotion. Oui, et puis surtout, on est à nouveau, je dirais, dans un schéma où ils vont se disputer le titre à 3. Ça c'est bien, c'est chouette. Et on a surtout City, si City gagne son match de retard, qui est virtuellement en tête de la compétition. Une véritable pluie de buts s'est donc abattue sur l'Angleterre le week-end dernier. Voici les plus beaux buts de toutes ces rencontres. Udogie and Richarlison scores against his old club. Here's Grace Buonanotte! It's 3! Oh, and it goes again here! Villa forward in the numbers. It's Bailey! Oh, wow. It's brilliant! Maddison, Richarlison! That's some goal. Muniz could be in here. Robinson with the ball forward and Trafford with a touch, but he can't keep it out. He's stepping in and he comes away with possession and goes for the far corner. It is a fabulous goal from Callum Hudson-Odoi. Watkins keeps the chance alive. Moreno! They've got 5. They go again. Brereton Diaz puts it away, but another chance for Tielemans! How about that? Barkley went down, couldn't quite keep his feet. Oh, perfect! Haaland. Here's Foden. Here's the hat-trick. What a night for one of the most talented English players. Caicedo has the run of Palmer. Chance for Chelsea. Palmer scores! Welbeck, lovely flick. John Pedro! Oh my goodness! Quand on voit cela ou quand on revoit cela, plus que jamais, Jean-François, on se dit que le championnat d'Angleterre, c'est le plus spectaculaire d'Europe. C'est le plus riche, c'est celui dans lequel on retrouve sans doute le plus de talent, dans lequel je pense qu'il y a un état d'esprit aussi qui est lié au stade, au football anglais, au stade, à la culture. Donc je pense qu'en effet, à travers le monde, c'est certainement... Alors, est-ce que c'est le meilleur ? Ça reste toujours discutable. Parce que c'est subjectif. Il peut y avoir, par exemple, je pense au Real, à Barcelone, qui restent quand même 2 grands d'Europe et qui, indéniablement, resteront toujours parmi ceux-là. Mais je dirais que dans la globalité, oui, je pense que c'est en image aussi. Exact, la mise en image, c'est vrai. Il y a autour de tout ça une mise en scène aussi qui fait que ce championnat est aussi merveilleux à cause de ça. Cette fameuse Première Ligue qu'on connaît désormais depuis 1992 et qui n'arrête pas de nous passionner. Voici les faits marquants du week-end dernier à présent. Et pour corroborer ce que l'on a dit il y a quelques instants, Christian, ce chiffre hallucinant aussi. Après 23 matchs, on a marqué cette saison 101 buts de plus que la saison passée. Alors, est-ce qu'on défend moins bien? Est-ce qu'on attaque mieux? Ça, c'est un petit peu schématique peut-être. Ou y a-t-il une autre explication, selon vous?
Je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est évidemment le temps additionnel qui augmente à chaque partie. On peut voir pratiquement un quart d'heure supplémentaire au-delà de la 90e minute. Je pense surtout aussi qu'il y a un effet de mode au niveau du jeu, c'est-à-dire avec les sorties de balles. On se rend compte qu'il y a beaucoup plus de buts qui sont marqués sur des reconversions rapides, sur des transitions rapides qui sont dues à des mauvaises sorties de balles avec la nouvelle règle où le ballon peut sortir du petit rectangle. Et puis aussi, je pense qu'il y a une sorte d'effet de mode qui a été lancé par Postecoglou avec des défenses qui jouent à 3 mètres de la ligne. Et donc, même quand ils mènent 3-0, 3-1 ou également comme Brighton, ils continuent à jouer de cette manière-là. Et donc, ce qui fait qu'on arrive à des scores 3-2, 3-3, 3-4 même avec le match de Wolverhampton contre Manchester United. Donc, je pense qu'il y a des choses à trouver dans ces options. Jean-François. Au travers de tout ce que Christian dit, je trouve qu'il y a quelque chose qu'il faut retenir, c'est que le football aujourd'hui, c'est un spectacle. Et que bien sûr qu'on peut le faire avec rigueur, et quand on voit un 0-0, parfois on se dit oh c'est un 0-0, ce sera très apprécié par des gens qui sont plus techniciens, qui vont voir des choses. On va se satisfaire, par exemple, Christian, moi Bruno, on va se satisfaire d'une équipe qui défend bien, dont les coulissements, les reprises de tâches, les échanges, tout ça est bien fait. Alors qu'on le voit bien dans les enchaînements des matchs ici, ils enchaînent tellement qu'à un moment donné, ils commettent des erreurs qu'on ne commettait peut-être pas avant. Alors, il a parlé évidemment de la construction du jeu, mais on peut dire la même chose. On a commenté ensemble le dernier match de Liverpool, qui est pourtant la meilleure défense sur le championnat d'Angleterre, et 2 des 3 buts sont directement des erreurs individuelles et collectives de la part de l'équipe, mais qui auraient pu facilement être évitées aussi. Donc je pense qu'il y a ça aussi. Aujourd'hui, c'est un spectacle. Dans la tête des joueurs, c'est un spectacle. Et donc il faut servir ce spectacle. Et je pense que ça fait partie aussi des éléments dont il vient de parler maintenant. J'en veux pour preuve. On s'éloigne un peu du jeu, mais Jim Ratcliffe, qui vient d'avoir à peu près 25% de Manchester United, il y a tout un club à reconstruire là. Mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va faire? Un nouveau stade. Il veut avoir le Wembley du Nord. Donc ils vont construire un tout nouveau stade pour pouvoir faire la fête, pour pouvoir avoir des concerts. On ne parle plus de jeu. C'est autre chose maintenant. C'est vendre du popcorn, c'est vendre du spectacle, c'est que ça tourne. Et donc, c'est une tendance aussi. Et donc, ça ne m'étonne pas qu'il y ait une centaine de buts en plus. Dans 10 ans, ce sera peut-être 300 buts en plus. Ouais. Mais par contre, l'explication sur comment je veux dire ça, les temps de jeu qui sont plus longs. Évidemment. Ça, je pense que ça, oui, vraiment, c'est une explication tout à fait réaliste. Évidemment, parce que en Angleterre, il ne faut pas quitter le stade avant la fin, cette saison-ci, parce que c'est. Il faut arriver à l'heure aussi. Il faut arriver à l'heure, et c'est souvent dans la fin que tout se joue, et dans des matchs parfois très importants aussi. Exactement, oui, tout à fait. Ok, alors on parle des rencontres du week-end prochain. On va commencer par préfacer l'un des derbys londoniens, West Ham Arsenal. Shot into the body and into the back of the net. Trossard, cool as you like. Les Hammers face aux Gunners, ce sera donc dimanche à 15h. West Ham qui lutte pour les places européennes, on va dire. Arsenal, évidemment, qui vise le titre. Les Gunners ont fait un gros match. En tout cas, ils ont empoché une belle victoire face à Liverpool. Des objectifs différents, mais malgré tout de la qualité dans les deux équipes. On connaît Arsenal, West Ham aussi. Et puis, c'est un derby. Oui, mais il y a les stats du jour aussi. 3 sur 12 pour les Hammers. C'est un bilan qui est un peu faible. C'est une équipe qui a la plus mauvaise défense du top 7, qui marque peu. Il marque moins que Chelsea. Alors, on a souvent souligné les problèmes offensifs de Chelsea. Il marque moins. Donc, ok, sauf surprise, on ne voit pas très bien comment les Gunners pourraient perdre des plumes. Mais surprise, il y a souvent cette saison. Exact. Christian, West Ham est 7e, on l'a dit. Bon, je pense que ça correspond aux attentes d'un club de ce niveau-là, au niveau des moyens. Mais effectivement, les derniers résultats ne sont pas extraordinaires. Les derniers résultats, non, mais il restait quand même, pendant le mois de décembre, sur, je crois, 3 victoires, 1 partage et 1 défaite seulement. Donc, ils avaient vraiment réussi cette fin d'année à être très performants, et c'est pour ça qu'ils sont un peu remontés au classement. Mais là, 2024, ça commence pas très bien. Un partage contre Brighton, Sheffield, ça c'est quand même une surprise. Bournemouth, c'est aussi une surprise. Et puis alors cette défaite le week-end passé contre Manchester United, c'est un peu à l'image de ce club, c'est-à-dire que ils ont des difficultés à jouer dans le jeu posé, de marquer comme ça, et donc des fois c'est très très performant et des fois
c'est inexistant. Et donc, ils doivent un peu se déposer sur les phases arrêtées et sur les transitions rapides. Et quand ça ne fonctionne pas comme ça, parce que l'équipe est plus forte en face, eh bien alors ils en ont pris, je crois, 5 à Fulham, ils en prennent maintenant 3. Voilà, eux, c'est vraiment tout ou rien. Et voilà, et donc ils sont un peu à leur place. Je pense qu'ils sont un peu plus hauts que ce qu'ils valent réellement. Défaite 3-0 à Manchester United, 3 points sur 12 en 2024, vous l'avez dit. 6 matchs sans victoire aussi, toutes compétitions confondues, parce qu'il y a eu une élimination à FA Cup aussi, contre Bristol. Oui, exactement, en 2 manches. Hein. Oui. Donc voilà. Pour rester optimiste quand même, parce qu'il faut un côté optimiste, ils jouent la saison dernière au mois d'avril contre Arsenal. Ils font un partage de 2. Ils jouent en Coupe de la Ligue. Ici, ils battent Arsenal 3-1 et ils les ont battus 0-2 il n'y a pas tellement longtemps. Donc ils restent quand même sur 3 matchs face à cette équipe d'Arsenal où ils ont mis en difficulté Arsenal. Donc voilà. Et moi, je suis assez d'accord avec Christian. C'est une équipe qui est à sa place. Pour autant, c'est une équipe qui, tout en étant à sa place, a un bon groupe, je trouve. Un groupe qui est orphelin. Et ça, je pense que ça fait beaucoup quand même d'Antonio et de Paqueta. Et ça change sans doute un petit peu la donnée aussi de cette équipe. Mais là où je pense que il y a quelque chose à faire peut-être, c'est que c'est une équipe, comme c'est un bon noyau, ils sont capables, sur un match, de se transcender parce que c'est Arsenal, parce que c'est un derby, parce qu'ils sont à domicile, parce qu'ils sont sur une mauvaise série, et qu'à un moment donné, il faut inverser la tendance. Donc moi, je pense que c'est un match compliqué pour Arsenal ce week-end. Il y a un joueur qui veut se relancer là aussi, hein, Phillips, il ne faut pas l'oublier. Phillips, exactement. Il veut absolument se relancer, mais il faut qu'il joue, qu'il preste. Bon, les résultats moins bons ces dernières semaines. Cela dit, Christian, si on analyse les résultats de West Ham cette saison contre les équipes du top, c'est plutôt pas mal en fait. Oui, pour une équipe de ce rang-là, c'est vraiment même très bien, parce qu'on a vu qu'il y avait beaucoup, et on va le voir plus tard aussi avec Arsenal, les équipes ont des difficultés en déplacement. Manchester United en déplacement, c'est aussi difficile par rapport aux équipes du top. Mais West Ham, eux, paradoxalement, c'est pas mal du tout. Regardez, contre le top 11, il y a 4 résultats qui sont en rouge, mais ça, c'est un peu normal. Mais il y a une victoire à Arsenal, il y a une victoire à Tottenham, il y a une victoire à Brighton. Et puis, dans les matchs à domicile, il y a seulement une défaite. Donc, cette équipe, elle souffle le chaud et le froid. Elle est capable de faire des choses fabuleuses, de faire des résultats. On le voit justement dans les buts marqués contre Arsenal, avec beaucoup d'envie, dans un derby, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de détermination pour pouvoir arracher la victoire. Et puis il y a des matchs où ils passent à côté complètement. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats contre les équipes du bas de classement, ils ont énormément de points perdus. Il y a beaucoup de partages contre de toutes petites équipes. Et donc, en fait, cette équipe fait des exploits contre les grands et réalise des contre-performances contre les petits. Oui, contre les grands, il y a eu la victoire 0-2 donc, à Arsenal lors du match aller. C'est la dernière victoire de West Ham. Exactement. C'était le 28 décembre. Exactement. Mais c'est pas si loin. Ça veut dire qu'Arsenal a peut-être toujours en tête ce qui s'est passé, et Arteta aussi. Oui, mais après, je veux dire, pour rebondir sur ce que Christian vient de nous dire maintenant, je pense que aussi c'est parce que cette équipe est plus à l'aise, à mon avis, dans un rôle, je dirais, underdog. Voilà, exactement. C'est mieux quand ils ne sont pas favoris du match. Et ça leur permet en tout cas d'être peut-être moins de pression, ou peut-être ça correspond mieux aussi à leur style, à l'ADN de l'équipe, etc. Donc encore une fois, je pense que c'était un match où ce week-end on peut en tout cas bien s'amuser parce qu'ils ont, quand on regarde l'effectif aujourd'hui avec les joueurs, des Koufal, des Zouma, Alvarez, Sosek, Phillips qui arrivent, enfin voilà, c'est quand même tous des gars qui ont du foot, hein, donc ça peut faire un bon match. Et encore une fois, comme ils sont sur cette série très négative, je pense qu'ils auront à cœur quand même. Ils ont toujours l'espoir d'accrocher, je pense, la Ligue des Champions, non, parce qu'ils sont à 10 points. Ça, je pense que c'est. Ils sont toujours en Europa League. Ils ont terminé premier de leur groupe. Exactement. Donc l'Europe leur va bien. L'Europe leur va bien. La saison dernière, d'ailleurs, ils avaient remporté le titre. Donc, c'est une équipe capable, je pense, d'exploit. Et donc, moi, je pense que c'est dans un derby comme ça, une équipe qui est capable d'embêter Arsenal. D'autant plus qu'Arsenal, on va revenir dessus dans un instant. Mais il y a aussi peut-être des moments où il y a des choses qu'on peut exploiter. Effectivement, même si donc cette équipe d'Arsenal reste sur le résultat du week-end dernier, une victoire 3-1 contre Liverpool. Vous avez commenté ce match ensemble, vous l'avez dit tout à l'heure. On ne va pas revenir sur les erreurs de Liverpool parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais la manière. Pendant une heure, les Gunners ont été voilà, intenables, injouables. Ils ont retrouvé de l'efficacité.
même si c'est en profitant des erreurs de l'adversaire. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ils ont forcé aussi les erreurs de l'adversaire parce qu'il y avait une possession de balle, il y avait du jeu. La montée de Trossard a été performante aussi, évidemment, puisqu'il marque. Non, franchement, ce que les Gunners ont montré dans leur meilleur moment, c'était absolument irrésistible. Gros match, Christian, des Gunners le week-end passé, mais c'était à domicile et en déplacement, et c'est peut-être à ça que Jean-François pensait. Là, c'est perfectible encore, contre les équipes du top. Oui, mais on a vu que ce n'était pas nécessairement un ingrédient nécessaire et obligatoire pour pouvoir être champion et pour pouvoir jouer les 2 premières places. On l'a vu comme Manchester City la saison passée, c'était difficile. Là aussi, regardez, si on prend la colonne de droite et les résultats en déplacement contre le top 11, on voit en fait qu'il n'y a pas de victoire. C'est étonnant de voir un tableau comme ça, et en sachant surtout qu'il faut encore aller à Manchester City, à Tottenham, à Manchester United, à West Ham ce week-end, à Brighton, à Wolverhampton. Donc, il faudra absolument changer cette tendance-là pour pouvoir récolter des points qui vont leur permettre de rester collés aux places supérieures. Et quand on voit les images, je voulais revenir sur le match spécifiquement contre Liverpool. Vous avez vu que ce n'était pas du jeu dominant placé, ce n'était pas la zone optimale de centre, c'était des constructions basses, rapides, jeu dominant rapide, et notamment ce but qu'on voit ici, c'est le premier but sur jeu dominant rapide lorsque les 2 équipes sont à égalité. Donc ça veut dire en fait qu'ils ont eu énormément de difficultés à jouer le jeu rapide et d'imposer en fait ce domaine-là. Ici aussi, on le voit, c'est une sorte de kick and rush profitant d'une erreur, donc c'est aussi un jeu qui part de très loin. Et ça, ce sont des choses qui n'arrivaient pas la saison passée. La saison passée, il voulait absolument imposer son jeu dominant avec ses zones optimales. Ici aussi, on le voit, c'est un effort individuel qui est parti d'assez loin. Alors évidemment, on profite des erreurs de l'adversaire, mais il y a quand même quelque chose de différent dans l'intention du jeu, dans l'intention du modèle offensif qui permet en fait de gagner des gros matchs. Il y a cette image d'Arteta qui est impressionnante quand même. Enfin, moi, ça ne m'impressionne pas. Non, je trouve ça... Elle est là pour impressionner quand même le stade, bien sûr. Oui, mais moi, je trouve, je sais pas, c'est un côté joué. Je voulais que je vous dise comme je le sens. Moi, j'ai pas ressenti ça dans le match. Je sais pas, je trouve que... Vous savez, je lisais... Kanté, alors, par exemple, faisait ça. Mais bien sûr, mais non, mais ce que je veux dire, c'est... José Mourinho nous a sorti quelques... Je n'en veux absolument pas, il est dans son rôle d'entraîneur. Il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je veux dire, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut montrer. D'ailleurs, je lisais l'interview après la victoire contre Liverpool. J'ai pris 3 extraits. On a tiré les leçons de l'échec de la saison dernière, première chose. C'était un match extraordinaire. On est bien d'accord que c'était un match sympa, mais enfin, parce que les deux ont participé, mais ils ont été très bons. On a mis notre âme, on a mis notre cœur dans chaque ballon. Bon, ça, a priori, je pense que tout le monde y pense quand il joue. Vous voyez, c'est une espèce d'histoire que les entraîneurs racontent pour rebondir sur le positif, pour montrer qu'ils sont là, pour montrer ils sont dans leur rôle. C'est vieux comme le monde de management, du foot, ça. Hein, et de tirer l'équipe derrière. Moi, je voudrais peut-être dire une chose, c'est que j'ai un doute sur le choix du gardien. Je reste. Raya Ramsdale, on en parle beaucoup. C'est discutable, je trouve. Je sais pas. Moi, Raya, il y a des choses. Parfois je me dis oui, parfois je me dis mais pourquoi est-ce qu'il a changé, pourquoi est-ce que voilà bon et puis je trouve aussi malgré tout qu'il y a toujours un problème, on va dire réel numéro 9. On a revu les buts de la victoire. Alors, je suis d'accord qu'il profite des erreurs de l'adversaire, mais l'adversaire quand même de bourde, voilà, sans quoi on est peut-être toujours en train de jouer un partage. Hein. Donc voilà, c'est ça un petit peu qui moi me font dire, ici je voyais Kai Havertz dans un rôle où... Voilà, il n'est pas... un peu comme quand il a joué au milieu à un moment donné, c'est-à-dire qu'il n'est pas hyper convaincant non plus. Il a créé des espaces pour ses partenaires, mais lui-même, il a un face-à-face, par exemple, qui pour moi, pour un vrai neuf, doit être dedans. Oui. Le gardien sort, ok, il la renvoie dans les pieds de Saka, et un peu chanceusement, finalement, il finit par conclure, parce que ça revient dans les pieds de son partenaire. Mais voilà, je ne suis pas convaincu de la... Gabriel Jesus, il faut voir la durée d'indisponibilité. Si elle est courte, comme annoncé, ben, il est là. Alors, s'il le récupère et qu'il est en pleine forme, je trouve que c'est vraiment une arme supplémentaire. Mais voilà, comme je les ai vus ici... On comprend qu'ils aient fait une offre pour Ivan Toney durant le mercato d'hiver aussi. Donc. Et il faudrait éviter l'euphorie aussi. Après une défaite comme cela contre Liverpool, il faut se remettre immédiatement dans le... Victoire contre Liverpool. Victoire, pardon. Oui. Attention, c'est un bilan de 9 sur 15, c'est pas non plus. Dans le même temps, City fait 15 sur 15. Hein. Donc il y a quand même encore une marge, hein, si on veut le titre.
West Ham Arsenal, c'est donc dimanche à 15h. Et juste après, il y aura une autre très belle affiche. Aston Villa face à Manchester United. Watkins! Garnacho! Les Villains face aux Red Devils, ce sera donc dimanche à 17h30. Aston Villa est 4e, Manchester United 6e, mais à 8 points de Villa. Alors, si United envisage ou espère encore le top 4, j'imagine que c'est le cas, il faut gagner. C'est le mot-clé de cet affrontement, le top 4. Est-ce qu'Aston Villa va y rester? Parce que là, pour l'instant, c'est un peu instable. Il y a Tottenham aussi. Bien sûr. Et est-ce que les Red Devils, mais on disait la même chose avec Arsenal face à Liverpool, hein, c'était un match où ils ne pouvaient pas être battus. Ici, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas vous retrouver à 12 points. Parce que la mi-mai, c'est bientôt, hein, on y arrive. Vous avez raison, mais ils ont la meute, c'est à 2 points, avec Tottenham en chef de meute qui pousse. Et en même temps, de l'autre côté, ils sont qu'à 3 points de City. Hein. Oui. Donc, enfin, pour City qui doit encore jouer un match, ouais, on est d'accord. Enfin, voilà, par rapport à Arsenal, par exemple, ils ont le même nombre de points. Donc, on est dans... Voilà, c'est un match mais capital, certainement, pour cette équipe d'Aston Villa. À domicile, il reste sur une défaite très surprenante face à Newcastle. Voilà. Et puis, il y a eu une défaite encore en coupe dans un replay face à Chelsea. Ouais, donc, là, il est temps qu'il y ait un petit gong qui les réveille. Là. N'empêche, avant que Christian intervienne au niveau technique, mais... Aston Villa, ça reste quand même le top 3 à domicile de Premier League. Maintenant, quand vous avez les Red Devils avec 5 victoires en 11 déplacements, c'est un bilan qui doit pouvoir être augmenté, évidemment. Vous êtes d'accord, Christian, malgré ce que l'on vient de dire sur Aston Villa, c'est l'une des belles surprises de la saison. Comme on en parlait ici, les résultats sont un petit peu moins bons, même s'il y a eu le 0-5 à Sheffield le week-end passé, défaite donc contre Chelsea en FA Cup hier 1-3. Voilà, c'est une petite perte de vitesse qui fait partie intégrante d'une saison, tout simplement. Ou il y a autre chose? Pour une équipe de ce rang-là, il faut quand même pas oublier qu'au moment où il a repris l'équipe, la saison passée, ils étaient 17e, donc il a quand même fait une progression extraordinaire. Donc là, il n'y a rien à remettre en question. La problématique, c'est qu'on vient début décembre de performances exceptionnelles en 3 jours, en 4 jours, victoire contre Arsenal, victoire contre Manchester City. Et puis voilà, il y a un enchaînement de matchs maintenant où normalement, en jouant contre les 3 ou les 4 derniers du championnat, comme vous le voyez en rouge, cette équipe aurait dû pouvoir continuer sur sa lancée pour assurer cette place en top de classement. Ici, on le voit dans cette victoire contre Sheffield, on est obligé de revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire qu'on était passé dans la meilleure équipe sur jeu dominant placé et sur les centres. On est de nouveau en train d'utiliser maintenant un bloc bas avec des ballons qui sont dans le dos de la défense et des face-à-face. Donc on revient un peu à ce qu'on a fait la saison passée quand il a repris l'équipe et qu'il avait mis une mise en place défensive. On voit aussi souvent... dans ce match-là, on voit la joie d'Emery alors qu'il joue quand même contre les derniers et cette équipe encaisse quand même régulièrement 4-5 buts. D'être tellement content de marquer contre cette équipe qui est pratiquement condamnée, ça prouve quand même qu'il y a une certaine fébrilité et qu'au bout du compte, les entraîneurs en fait restent tout le temps dans leur modèle. C'est-à-dire qu'il a toujours été considéré comme un entraîneur qui savait mettre en place une équipe. Il venait, il avait un jeu qui était génial, qui venait de l'Espagne. Et puis petit à petit, ça s'étiole, ça commence un peu à se diluer. Et là, c'est beaucoup moins bien parce que 6 matchs comme ça, avec seulement des victoires contre les derniers, il va falloir faire mieux si on veut revendiquer quelque chose pour les 4 premières places en tout cas. Oui, il n'enchaîne plus de victoires d'affilée. C'est à ça qu'on voit la réalité d'une équipe avec de réelles ambitions. Si ça ne leur arrive pas, le top 4 va leur échapper. Ils ont quand même été en tête de la Première Ligue à un moment donné. À domicile, vous l'avez dit, 28 points sur 33. Et un Tielemans qui rejoue. Ouais, il était là hier en FA Cup. C'est pour ça que je replaçais un petit peu le contexte aussi. Ils sont 4e pour le moment. Ok, il faut se reprendre. Ok, la dynamique n'est pas la meilleure pour le moment. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est revenu à quelque chose
des principes de base un peu différents et un peu plus pragmatiques, j'ai envie de dire. Il y a peut-être une autre raison aussi, c'est que malgré tout, il fait sans Buendia, il fait sans Digne, il fait sans Durant, sans Minks. Et donc, depuis le début de la saison. Voilà, et donc du coup, il faut... On peut comprendre qu'il y a un creux à un moment donné. Maintenant, je pense qu'on a un beau week-end finalement, parce que ce week-end-là va déterminer peut-être en effet les ambitions qu'une équipe comme Villa peut avoir sur les X matchs qui va rester d'ici la fin de saison. Et voilà, on aura en tout cas une belle réponse. Oui. Est-ce qu'ils sont capables de s'accrocher à ce top 4 ? Moi, je pense que oui. Qu'à domicile contre Man U, ils peuvent l'emporter. Je pense qu'il y a vraiment... Mais il faudra montrer autre chose quand même que face à Chelsea en Cup, où ils se sont fait un peu balader par une équipe qui n'était pas non plus très en forme ces dernières semaines. Donc il ne faut pas répéter la prestation qu'ils ont proposée en replay de Cup, parce que là, ils seraient... Oui. Pourtant, ils avaient fait 0-0 lors du premier match, là-bas. Oui, c'est un replay. Oui. Mais bon, pour une équipe, alors je ne sais pas quel est l'aspect psychologique de tout ça, mais enfin pour une équipe qui était invaincue à domicile, qui se comportait super bien et qui, voilà, perdre coup sur coup, du coup, à domicile. Contre Newcastle et contre Chelsea, qui plus est contre Chelsea dans cette fameuse Cup, qui pour une équipe comme Villa peut rester un objectif vraiment concret, donc pour remporter un titre. Ils ont la Conference League encore aussi. Oui, je sais, mais il faudra quand même que voilà, ce week-end, c'est peut-être, on parlera peut-être à un moment donné, quand on reviendra sur les événements de la saison plus tard, on parlera peut-être d'un tournant à un moment donné qui sera ce match contre Man U, on verra. Ok, Manchester United qui est donc 6e, c'est quand même une énigme cette équipe. Hein. On le dit depuis de nombreuses semaines, de nombreux mois, voire de nombreuses années. Parfois c'est bon, parfois c'est pas bon du tout. C'est l'une des équipes les plus inconstantes de Premier League, ça. Oui, mais on a des joueurs qui émergent aujourd'hui. Je pense à Højlund. On trouve le potentiel du joueur qu'ils ont acheté. Jeune Maïro. Oui. Donc il y a peut-être quelque chose qui est en train de bouger. Je pense qu'ils ont faim. Ils ont faim de réaliser un maximum avant leur derby de Manchester début mars. Ce sera, je crois, le 3. S'ils arrivent jusque-là, ça pourrait nous offrir un sacré comeback. Moi, ce qui m'épate, en tout cas, c'est ce que Christian nous a déjà dit souvent. Et je trouve ça vraiment... intéressant de le constater, surtout quand, puisqu'il nous le dit, on y fait attention, c'est qu'une équipe comme Man U peut être encore 6e de du meilleur championnat, sans doute européen, avec 9 défaites depuis le début de la saison. Et avec... c'est étonnant, quoi. Voilà, c'est étonnant. De le constater. Surtout, Christian, le mois de décembre, qui a été catastrophique pour United. Depuis le début de l'année 2024, ça va mieux, en fait, si on observe les résultats. Oui, c'est bien la preuve que quand on enchaîne quelques victoires, on monte très vite dans ce championnat, parce qu'en fait, les autres équipes ont aussi des blocs de victoires et de défaites. Et donc, il y en a qui descendent un peu, puis les autres remontent. Voilà, on le voit depuis 2024. Il n'y a pas de défaite, c'est étonnant. Et il y a quand même 9 buts marqués. Donc là, c'est étonnant aussi. Et les attaquants marquent aussi, donc c'est étonnant aussi. Alors que si on nous avait demandé le 29 ou le 30 décembre... sinon, ça va bien à Manchester, on aurait dit c'est un peu foutu cette année. Voilà, c'est pas le cas. Et on le voit ici, beaucoup de jeux dominants placés, alors que c'était pas du tout l'ADN de l'équipe, mais c'était l'ADN de l'entraîneur quand il était à l'Ajax. Donc peut-être qu'il a réussi à mettre finalement en place un système qui va commencer à être efficace. Les attaquants marquent, le jeu dominant placé fonctionne et on enchaîne les victoires. Et voilà, on retrouve en fait le Manchester United qui doit en fait fonctionner comme ça pour pouvoir être à la hauteur de son rang. Et Ten Hag est toujours là. Ouais. Il survit à toutes les tempêtes. Avec un très bon Garnacho, je trouve, ces dernières semaines. Rashford, des hauts et des bas. Parfois c'est bien, parfois c'est moins bien. Et puis surtout Højlund, parce qu'il ne marquait pas. Les 7 derniers matchs d'Højlund, c'est 5 buts. Et quand on sait qu'il y en a un qui n'a pas joué, puisqu'il en a joué que 6, il y en a un qui était blessé. Donc voilà, c'est pas mal. Les 4 derniers matchs, 4 buts. Mais il ne sera pas joueur du mois parce qu'il y a De Bruyne qui est revenu. Oui. Enfin bon, on ne sait pas, parce que comme beaucoup de joueurs de Manchester cette année ont déjà été soit joueurs du mois, soit entraîneurs du mois, etc. Donc non, je pense que ça risque fort d'être De Bruyne. Mais bon, un attaquant qui commence à marquer, qui est un gars qui pèse aussi sur une défense. Et si voilà, les buts qu'il a marqués ce week-end étaient très, très, très jolis, crochet extérieur, frappe bien placée. Donc
voilà, c'est peut-être une équipe qui démarre. Seul petit bémol peut-être pour cette équipe, c'est la perte de Martinez. Lisandro Martinez en défense centrale. Le genou. Parce que dans l'équilibre, quand vous mettez par exemple Maguire avec Varane, vous avez deux profils qui ne s'accordent sans doute moins bien que quand ils font équipe avec Lisandro Martinez, qui est plus dynamique, qui est plus vif. Qui sort avec beaucoup plus d'agressivité, qui est capable de faire des retours avec beaucoup plus d'agressivité aussi. Là où les deux autres sont des joueurs d'expérience, des joueurs intelligents, mais c'est pas non plus les plus rapides du monde, quoi. Non. Effectivement. Mais pour en revenir aux attaquants, et je me retourne vers Christian, même si vous en avez déjà beaucoup parlé, cela va mieux, effectivement, mais enfin, je vais dire, maintenant les statistiques ne sont quand même toujours pas exceptionnelles non plus. C'est normal parce qu'ils avaient quand même pris pas mal de retard. Les statistiques, si on les prend sur l'ensemble de la saison, c'est pas encore assez. Si on les prend sur cette période depuis 2024, c'est exceptionnel. On a souvent critiqué, enfin pas critiqué, mais observé que ça ne fonctionnait pas et qu'il fallait uniquement offensivement se déposer sur McTominay. Et bien là, depuis le début de 2024, il y a 9 buts marqués et il y en a 8 qui sont marqués par les attaquants. 3 par Højlund, 2 par Rashford, 2 par Garnacho et 1 par Mainoo. Donc il y a juste le petit McTominay qui vient quand même marquer son but dans ces 9 buts, mais il y a une réelle efficacité. Et là, aujourd'hui, comme on l'avait fait il y a quelques semaines avec Jean-François et Bruno, on avait calculé la rentabilité par but marqué des attaquants. Ça coûtait beaucoup de millions par semaine pour marquer un but ou deux. Ben là, depuis 2024, on peut dire qu'ils remplissent leur rôle et ils sont tous actifs en plus. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils sont à 4 à se partager ces buts-là. Donc ça veut dire qu'en cas de problème, en cas de suspension, il y a toujours un ou l'autre qui peut remplir le quota de buts marqués pour les attaquants. Et ça, c'est vraiment de bon augure et il y a beaucoup d'optimisme pour la suite de la saison. Ils n'ont quand même encore que la 13e attaque de Première Ligue. Oui, et c'est toujours McTominay qui est le meilleur buteur avec 6 buts. Oui, mais alors comme je disais tout à l'heure, on peut être 6e du championnat d'Angleterre avec 9 défaites. On peut être 6e du championnat d'Angleterre avec un average négatif aussi. Hein. C'est 31 buts marqués pour 32 buts encaissés cette saison. Ça, c'est très étonnant. Et puis j'ai envie de rebondir sur un truc. Bruno a évoqué tout à l'heure Radcliffe. Je ne sais pas si tout ce qu'on lit dans les journaux anglais, c'est vrai. Mais quand je vois qu'il veut virer 11 joueurs, je ne sais pas si les lendemains il va faire courir tous les United, autres avec ça. Hein. Voilà. Donc, mais s'il y a un réveil, il y a l'éclosion d'Hojlund. On l'a peut-être condamné un peu vite parce qu'il était très mal servi aussi. Si vous avez le réveil fin de saison de Rashford, souvenons-nous la saison dernière à quel rythme ce garçon carburait. Le top 4 va peut-être s'ouvrir pour eux. Hein, ce qui serait déjà une belle réussite. Hein. Et les qualités d'un Garnacho aussi. Bien sûr. Qui exprime pour l'instant sa qualité de buteur. Vraiment pas mal du tout comme joueur. Bon, là aussi, je trouve que le joueur qui manque dans cette équipe qui apportait un peu une petite touche supplémentaire, c'était Mount. Donc voilà, bon, c'est comme ça, il faut faire sans les. Voilà. Et en même temps, quand on regarde l'équipe la dernière semaine, c'est vrai qu'il y a eu un moment difficile, mais Casemiro ne jouait pas. Enfin, il y avait des joueurs clés comme ça qui étaient absents. Et voilà, il n'a jamais pu. Il fait des résultats ici dans les dernières semaines, mais il n'a jamais pu compter non plus X semaines de suite sur l'ensemble. Il y a toujours un gars qui se blesse. Maintenant, c'est Lisandro Martinez. C'est le cas de beaucoup d'équipes. C'est le cas. Non, mais c'est bien sûr. Plus des problèmes de vestiaire aussi, il faut quand même pas oublier. Oui, depuis qu'il est arrivé, il a dû gérer beaucoup de coulisses. Hein. Ouais. Mais enfin, je dis ça parce que aussi, ce week-end, c'est pas de bol, quoi. Lisandro Martinez qui se reblesse de nouveau. Puis il y en a pour peut-être 8 semaines. De manière fortuite aussi, c'est l'accident. Ouais. Christian, vous vouliez intervenir, je pense. Oui, juste pour ajouter quelque chose par rapport à la perception qu'on a par rapport au classement et des choses comme ça. On se rend compte, en fait, si je vous dis aujourd'hui que Manchester United n'a que 3 victoires de moins que Arsenal, Liverpool et Manchester City. Est-ce que à première vue comme ça, est-ce qu'on pourrait le croire? Eh bien, c'est le cas. Et donc, malgré qu'il y ait 9 défaites, alors évidemment, on a toujours dit que les équipes du top qui font des partages, en fait, c'est 2 points perdus et pas d'un point de gagné. Mais aujourd'hui, il n'y a que 3 victoires de différence entre les équipes qui jouent le titre. Et donc, ça ne tient vraiment pas à grand-chose. Et il ne faut pas énormément de résultats pour pouvoir en fait jouer le top en Angleterre. Et non, mais il faudra quand même aller gagner sur la pelouse de Villa pour vraiment franchir un Il reste cap 15 journées, il est temps. Hein.
Ah, il est grand temps. Ok, bon, ben, on a plus ou moins fait le tour, je dirais, de la question à propos de ces rencontres-là. On va s'orienter, comme on le fait d'habitude, sur les rendez-vous. Donc, on rappelle à tous nos abonnés les rencontres que vous pourrez suivre, les rencontres de Premier League à partir de samedi, Manchester City-Everton. Il y aura Goals of the Day avec Tottenham-Brighton. Je voulais juste rajouter que la situation d'Everton reste quand même un peu problématique. Donc, il faudrait quand même que cette équipe arrive à prendre des points. Nottingham Forest-Newcastle. Et puis West Ham, Arsenal, on en a parlé. Aston Villa, Man United aussi. N'oublions pas que Crystal Palace accueille Chelsea. Ce sera lundi et ce sera à nouveau un derby après l'Europe des 11. londonien. On oublie toujours qu'il y a le lundi soir l'Europe des 11 aussi. Personne n'oublie. Non, je sais que personne n'oublie, mais c'est parce que c'est pas repris sur le tableau, donc j'aime bien le rappeler. C'est à quelle heure encore ? 18h, première diffusion. On rediffuse pour les gens qui veulent voir ça plus tard aussi. Je rappelle quand même que si on a mis ça à 18h, c'est parce qu'aujourd'hui tous ces championnats européens passionnent les enfants, les ados, et que c'est la meilleure heure pour eux. Les parents cuisinent, ils sont là en train de regarder le foot, donc c'est super. Puis tout le monde mange en regardant l'émission. Ok, Christian, on rappelle aussi l'application Discord. Tu rappelles, même si les gens, nos abonnés maintenant sont au courant de la manière dont ça se passe, mais ça se passera sur quel match ? Avec S ou sans il S ? est possible que je sois et sur Goal of the Day le samedi avec Philippe Damant et peut-être le dimanche, comme les deux matchs s'enchaînent, probablement je serai sur les deux matchs. Sinon, je serai d'office sur le match d'Aston Villa Manchester United. Et les discussions continuent à être intéressantes. Très intéressantes, et comme je l'ai dit la fois passée, il y a aussi une connexion entre eux, et donc en dehors des matchs qui sont donnés sur Discord en direct, eh bien, ils se retrouvent pour regarder, quand il y en a un qui est supporter, ils se retrouvent pour regarder le match entre eux, et ils ont des discussions et ils échangent beaucoup, et c'est vraiment très bon enfant. Tout reste calme, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas d'insultes, il n'y a rien. C'est vraiment très plaisant de les suivre et de participer avec eux au match. C'est une vraie communauté, donc. J'en profite pour vous rappeler aussi que vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou X. Je ne sais pas si Jean-François ou Bruno ont encore quelque chose à ajouter. On est prêt. Moi, j'ai juste c'est pas obligé, hein. Non, c'est parce que voilà, après c'est parce que la diffusion de l'émission, etc. Mais c'est simplement pour rappeler qu'il n'y avait pas que du foot évidemment comme sport, et qu'il y a maintenant aussi le MMA qui a trouvé sa place dans une case du samedi soir. Ça, c'est pour les passionnés. Et on sait que c'est un énorme buzz au niveau mondial que ce sport-là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les codes, je pense que il n'y a pas de VAR dans ce sport-là. Il n'y a pas de. C'est très spectaculaire aussi. Hein. C'est très spectaculaire. Mais oui, mais ça peut faire débat, hein, je le sais. Mais enfin, quand même, quand on apprend à connaître les codes, etc., on comprend. Mais ça, c'est pas à 18h. Hein, les enfants peuvent pas regarder. Hein. Non. Donc c'est plus tard. Enfin, je le dis parce que faut que ça s'installe doucement aussi dans la tête de tous les amateurs. Vous avez raison. Merci Jean-François. Merci Bruno. Merci à Christian pour toutes ces interventions. Merci à l'équipe technique et rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de PA Club. Bye bye. La 24e journée de Premier League, c'est ce week-end sur Vous Sport World. Samedi à 13h25, suivez Manchester City Everton. Puis dès 15h45, un Goals of the Day chargé avec Fulham Bournemouth, le déplacement de Burnley à Liverpool, Luton Town qui accueille Sheffield United, le choc entre Tottenham et Brighton, et Wolverhampton qui reçoit Brentford. Et à partir de 18h25, retrouvez Nottingham Forest Newcastle. Ensuite dimanche à 14h55, vivez West Ham Arsenal. Et dès 17h25, profitez de l'affiche entre Aston Villa et Manchester United. Enfin lundi, suivez Crystal Palace face à Chelsea dès 20h55. Bonne journée de Premier League sur Vous Sport World.